Monsieur, pouvez-vous réparer mon jouet? C'était le dernier cadeau de papa. La phrase arriva comme une ondulation dans l'air tiède du café, juste après le tic-tac régulier de l'horloge. Il était 4 heures. La pluie fine qui frappait la vitrine faisait miroiter les néons de la rue en petites traînées argentées. Elliot restait immobile, la main posée sur la tasse dont la surface reflétait un carré de ciel gris. Il n'avait pas entendu le reste de la salle. Il n'avait entendu que cette voix, minuscule et ferme à la fois, qui portait une lourdeur qu'il n'avait pas su nommer depuis des années. La fillette donnait un ours en peluche trop usé pour appartenir à un magasin. Une oreille recousue de travers, une patte plus pâle que l'autre, un bouton au lieu d'un œil. L'odeur du tissu, un mélange de lessive bon marché et de quelque chose qui appartenait à l'enfance, le ramena instantanément à un dimanche lointain. Le visage d'Elliot se dérida d'abord en automatisme, un sourire discret, celui qu'on garde quand on est surpris mais pas encore prêt à s'émouvoir. Derrière la petite, une femme essoufflée, bras chargés d'un sac, regard prudent. Elle s'appelait Anna, pensa-t-il, avant qu'elle ne parle. « Il s'appelle Jules », dit la fillette, comme si c'était une information décisive. « Il est très important. » Elliot sentit son cœur se serrer pour des raisons qu'il n'identifia pas sur le moment. Il était entouré de panneaux d'argent et de chiffres toute la journée. Son monde avait des marges et des colonnes, des décisions prises à la voix neutre d'une salle de réunion. Ici, dans ce café qui sentait le café amer et la brioche chaude, la demande était simple et vertigineuse, réparer un jouet usé, remettre ensemble un morceau de vie. Il prit l'ours sans réfléchir. Le tissu craqua sous ses doigts, une faiblesse cachée. La fillette le regarda avec une attention intimidante, comme si chaque geste devait être mesuré à l'aune d'une promesse. Elliot dit doucement « Je peux essayer ». Sa voix ne trahit rien, mais une sorte d'écho l'envahit. Il venait de dire oui à quelque chose qui n'était plus dans son vocabulaire depuis longtemps. Anna fit un sourire rapide, reconnaissant. Elle expliquait en phrases courtes qu'elle n'avait pas d'atelier, qu'elle travaillait des nuits à l'hôpital et qu'elle n'aurait pas les moyens d'aller voir un professionnel. Elliot sentit une poussée d'irritation le surprendre, un réflexe ancien, la part de lui qui savait que l'argent pouvait résoudre des choses. Mais il repoussa l'idée. L'ours n'était pas une facture à payer, pensa-t-il, c'était un objet chargé. Avant de partir, la fillette posa sa paume plate sur la main d'Elliot, comme pour sceller l'accord. « Il a été donné par mon papa, avant qu'il... » Sa voix se brisa, mais elle acheva. C'était le dernier cadeau. Les mots tournoyaient dans la tête d'Elliot lorsqu'elle s'éloigna. Il repensa au premier souvenir qui venait avec la simple image d'un ours, la lumière du salon où il avait, enfant, serré un jouet presque identique, le bruit sec des bottes du colonel entre les murs, une main ferme qu'il avait posée dans les siens avec une promesse silencieuse. Ce dernier cadeau frappait une plaie qu'il avait apprivoisée mais jamais refermée, l'approbation manquante, l'amour codé en attente et en routine militaire. Il accepta l'ours, paya son café et sortit sous la pluie en serrant le paquet contre lui. Son imperméable sentait le cuir neuf et la ville. Il regarda l'horloge du café quand il rentra dans son appartement. 4h45. Il avait un rendez-vous avec un autre monde, celui de ses souvenirs qu'il n'avait pas prévu. Chez lui, l'appartement était un ensemble de lignes nettes et d'objets choisis avec la même précision qu'un rapport annuel. Une table en bois clair, une lampe aux bras métalliques, des étagères ordonnées. Tout avait une place, tout avait un sens. L'ours n'y appartenait pas. Il y fit une tache d'enfance désordonnée. Elliot s'assit à la table, sortit une petite trousse de couture qu'il n'utilisait plus que rarement. C'était son péché domestique, la seule tâche minutieuse qu'il s'autorisait après les chiffres. Il déboutonna la veste, posa la trousse entre ses doigts et prit l'ours. Ses mains, celles qui négociaient des contrats, qui signaient des chèques, qui pressaient des poignets, tremblaient légèrement. Il commença son grand discours. Un fil de couleur discrète passa à travers 2 couches usées, un point après l'autre. Réparer l'ours devint une activité presque rituelle. Les gestes requéraient concentration et douceur. Il demandait de revenir au monde du détail, à celui où les choses se font en silence. Chaque point était une phrase d'excuse que son père n'avait jamais prononcée, ou peut-être une affirmation qu'il n'avait jamais osé se dire. L'ours rendait tangible ce que les mots n'avaient pas su dire, le fait d'être détenu, le fait d'être aimable par des gestes simples. Un flash le traversa, net comme la brûlure d'un fer sur le tissu humide. Le colonel, un cadeau emballé, le visage fermé mais des yeux brefs qui brillaient d'une fierté mal déguisée. L'enfant Elliot posant un petit ours sur ses genoux, un silence cérémoniel pendant que la figure paternelle expliquait la valeur des choses. On n'offre pas pour remplir, on offre pour montrer ce qu'on attend, avait-il dit.
Les mots avaient posé un fond sur lequel Elliot avait construit sa vie, la valeur comme mesure d'effort, l'amour comme récompense conditionnelle. Mais le travail sur le nounours se poursuivit, implacable et concret. Il recousit l'oreille, remplaça le bouton perdu par un œil plus simple mais plus vivant. Lorsque ses doigts touchaient le rembourssage, il sentit une fragilité qui n'était pas que matérielle. L'intérieur de l'objet ressemblait à une petite poche où les secrets s'installaient. Elliot retira une miette de quelque chose, une petite étiquette froissée qui portait des lettres effacées. Il resta un instant à la regarder, comme si la langue papier pouvait parler et réparer autre chose. La nuit tombait, et la lampe projetait une lueur ambrée sur la table. L'ours, redressé sur sa chaise, avait retrouvé une certaine dignité. Elliot envoya un message à Anna, simple et sans emphase. « Rendez-vous samedi, même endroit. » Il s'attendait à un merci banal. Au lieu de cela, lorsqu'il se coucha, l'image de la petite main sur la sienne resta collée à sa paume, et il sentit que quelque chose à l'intérieur avait bougé. La décision de revenir le samedi suivant n'avait rien d'héroïque. C'était une divergence de planning, une absence de logistique maîtrisée. Mais ce geste, minime, prit très vite le poids d'une promesse. Les samedis devinrent des repères. Chaque semaine, à la même table du fond, la pluie ou le soleil, Anna et la fillette apparurent avec l'ours entre les bras, et Elliot, désormais, avait pris la place d'un réparateur improvisé. Il réapprit la patience par les coutures. Il retrouvait de la tendresse, non pas dans les grands mots, mais dans l'alignement d'un point et la façon de rabattre un tissu. Les conversations furent d'abord faufilées entre gorgées de café. Anna parlait peu de sa vie, mais suffisamment pour que la confiance fasse son chemin. Elle travaillait en jours fractionnés, avait un emploi à l'hôpital et un autre de nuit pour compléter. Elle mourait d'envie que sa fille rit davantage. Elle évitait les détails sur le passé du père de Mia, et lorsque la fillette prononçait « papa », c'était presque comme un rite, une appellation décorée d'ombre. Elliot n'insista pas, il avait appris à respecter ce qui se tenait derrière la pudeur. Petit à petit, des gestes remplacèrent les confidences. Il offrit parfois un billet pour le carrousel du parc. Anna acceptait, la gratitude discrète. La fillette se mit à appeler Elliot « monsieur », moins souvent. Puis, un samedi, elle dit simplement « Elliot », sans la formalité d'usage, comme si elle avait compris que les grandes personnes peuvent être appelées par leur prénom. Cela le prit de court plus qu'il ne l'aurait cru possible. Chaque réparation portait son souvenir. Un ours en rafistolé évoquait une matinée d'enfance. Un point solide rappelait une remarque du colonel sur la rectitude. Un morceau de ruban cousu à la hâte ramenait l'image d'un père qui, à sa manière, essayait d'afficher de l'affection, mais préférait la mettre en pièces strictes plutôt que d'en faire un vêtement enveloppant. Elliot comprit que réparer la peluche revenait à revisiter ses instants et à refaire avec ses propres mains ce que la parole n'avait pas su faire. Au fil des semaines, la relation se transforma en un rituel tacite. Samedi, 4 heures, table du fond, même chaise. Le café servait de toile de fond, avec son piano discret et la conversation basse des habitués. Anna, épuisée, proposa d'abandonner la quête de perfection sur l'ours. « Il ressemble déjà à lui-même », dit-elle, et son ton n'était pas de la résignation, mais une acceptation que l'identité ne se jouait pas seulement dans l'apparence. Elliot répondit avec une phrase courte. Parfois, c'est suffisant de recoudre un morceau pour que tout le reste tienne mieux. Il ne sut pas pourquoi il avait prononcé ces mots. Ils lui vinrent comme on arrache un pansement. Bref, nécessaire. Les samedis se succédèrent, et au fil du temps, les gestes de la fillette changèrent. Elle commença à cacher des fleurs dans la poche de l'ourson. Petites pensées glissaient comme des offrandes. Un week-end, elle apporta un petit bonhomme en papier qu'elle posa sur la table comme une monnaie d'affection. Elliot le prit et le rangea dans sa poche avec la même révérence que s'il s'agissait d'un vœu secret. Mais la routine, aussi douce soit-elle, finit par croiser les ombres du passé. Un après-midi, alors que la fillette grimpait au carrousel et riait sans retenue, Elliot sentit un frisson d'hostilité passer à travers le parc. Il remarqua un homme en costume qui prenait des notes, qui regardait plus longtemps que la curiosité ne l'autorise. L'homme avait l'allure ordinaire des hommes envoyés pour observer les écarts, un visage neutre, des lunettes qui masquaient mieux qu'elles ne révélaient, un téléphone toujours prêt. Elliot fut immédiatement sur la défensive, un réflexe appris par une vie de vigilance. Il décida d'ignorer l'homme, de ne pas donner d'importance, et pourtant l'intrusion fit naître une préoccupation qu'il n'avait pas planifiée. Dans la nuit qui suivit, en rentrant chez lui, il trouva un message laconique sur son téléphone professionnel. 3 mots. « Nous devons parler ». L'expéditeur, son père, colonel Richard Walker. Elliot resta un long moment à regarder l'écran éclairé, comme si le téléphone devenait la surface d'eau où se reflétaient des silhouettes. Le message n'avait pas besoin d'être menaçant pour contenir une promesse d'interrogation. Le nom du colonel, suspendu au sommet de sa vie, lui apportait toujours la même tension ancienne, le poids de l'attente, la nécessité d'être mesuré, la possibilité d'être rappelé à l'ordre. Il posa le téléphone sur la table à côté de l'ourson et regarda la silhouette pelucheuse dans la lumière tamisée. La patte recousue.
l'œil remplacé, la couture visible, comme une saignée réparée. Ce jouet, le dernier cadeau du papa, selon la fillette, brilla d'une double signification. Cadeau d'un père absent et vecteur d'une réparation possible. Ce paradoxe le plaça devant un carrefour qu'il n'avait pas anticipé. Continuer sur la trajectoire qu'il s'était tracée, le siège du conseil d'administration, les conventions, l'héritage familial, ou élargir son existence vers quelque chose de plus incertain, mais qui lui rappelait un mot oublié, présence. Il pensa à tous les petits gestes qu'il avait commencé à faire sans qu'il n'annonce un plan. La soupe chaude remise à Anna, la façon dont il raccommodait l'ourson pendant les réunions du soir, les promenades silencieuses où il laissait la fillette parler sans l'interrompre. Rien de tout cela ne ressemblait encore à une rupture nette. C'était plutôt une accumulation d'instants, un lent dépôt de tendresse sur des fondations de marbre. Pourtant, la réception du message du colonel était comme une fissure nette sur un mur ancien. On savait que, tôt ou tard, il faudrait choisir. Elliot ne répondit pas immédiatement. Il passa la nuit à se remémorer les silences, les directives, l'équation qu'il avait jadis acceptée, se conformer au modèle familial pour gagner le droit d'exister. Il pensa au regard de la fillette quand elle avait dit « dernier cadeau de papa » et sentit un poids moins douloureux mais plus vrai se poser sur ses épaules. La possibilité de réparer non seulement un jouet, mais de faire des choix en dehors du moule qu'on lui avait assigné. Le samedi suivant, il entra dans le café avec un poids différent dans le pas. Il força sa voix à rester légère face à la fillette. Il trouva des mots simples pour répondre à ses histoires de princes et de dragons. Anna, sentant sans doute l'hésitation, posa tout de suite la question qu'il redoutait. « Ton père t'a écrit ?» Son regard ne cherchait pas à être indiscret, il cherchait de la clarté. Elliot hocha la tête, il n'ajouta rien. Ce fut la fillette qui reprit la conversation, comme pour la détourner. « Elliot, Jules veut que tu lui racontes encore la fois où tu as trouvé un trésor. » Les mots étaient légers, presque rituels, et ils eurent l'effet d'un contrepoids. Il s'assit, prit l'ourson entre ses mains et raconta une histoire qui n'était pas tout à fait vraie. Un trésor trouvé dans le grenier d'une maison de campagne, une petite boîte contenant un modèle d'avion et une note froissée. Il embellit le récit pour la fillette, ajoutant un peu de poussière d'aventure. Mais chaque fois qu'il prononçait le mot « avion », il sentait une vibration familière, comme si un nom ancien cherchait à revenir à la surface. Quand ils se levèrent pour partir, Anna prit la main d'Elliot. Le geste passa inaperçu pour les autres clients, mais il eut pour lui la valeur d'un serment silencieux. Elle dit doucement « Si jamais il t'appelle pour autre chose que du travail, ne sois pas seul. » Il comprit la remarque comme un avertissement et comme une invitation. Le risque qu'elle pressentait n'était pas seulement pour lui, il concernait la sécurité fragile de ce qu'ils reconstruisaient tous les trois, autour de l'ourson. Il sourit sans joie et répondit « Je saurai préserver ce qui compte. » Sur le seuil de la porte, l'air de la rue mordait les joues. La fillette, Jules à la main, courut devant et, en tournant la tête, lança une phrase innocente et lourde. « Monsieur, est-ce que papa reviendra un jour ?» Le mot « papa » était posé comme un puzzle que les adultes allaient devoir assembler. Elliot sentit la question comme une ligne lancée à travers l'eau. Il se baissa, posa sa main sur la tête de l'enfant et dit « Je ne sais pas, mais on peut apprendre à s'occuper des choses ensemble. » Le message du colonel restait non répondu dans sa poche. Il marchait jusqu'à sa voiture en pesant la suite. L'homme au parc, les notes, l'envoi du colonel, tout formait un réseau d'indices qui laissait entendre que le monde extérieur allait bientôt réclamer sa part. Elliot n'avait pas encore pris de décision nette. Il avait, pour l'instant, choisi la proximité de l'instant présent, ramasser 2 biscuits sur le comptoir pour la fillette, raccommoder une jambe du jouet, revenir la semaine suivante. Ces petites choses composaient une résistance silencieuse. La nuit où il décida de ne pas répondre resta cependant la plus troublante. Il posa l'ourson sur l'étagère de sa chambre, comme on range une chose qui sert de talisman, et regarda le plafond. La lampe projetait une ombre douce. Son appartement, ordonné, semblait soudain plus grand. La conversation qu'il n'avait pas eue avec son père se transformait en une configuration de possibles. Répondre, se rendre, défendre une position, ou ignorer, creuser ailleurs, ouvrir un champ de vie qui lui appartenait. Le téléphone vibra encore une fois. Un message bref. Samedi, 11h, maison. 3 mots de plus, et la présence du colonel devint presque physique. Il repensa à la boîte en bois que, dans son histoire inventée pour la fillette, son propre personnage avait trouvée. Il imagina la boîte fermée, le modèle d'avion à l'intérieur, un mot griffonné sur un bout de papier. Les mots dans la vraie vie étaient plus rares. Le colonel parlait peu,
mais son silence était un outil d'autorité. Elliot comprit que le simple fait d'être invité signifiait qu'on mettait en jeu quelque chose de plus vaste que la réparation d'un jouet. La dernière image avant que le sommeil ne l'emporte fut l'ourson sur l'étagère. La couture apparente semblait comme une veine qui palpitait. Le dernier cadeau du papa, pensa-t-il une nouvelle fois, en laissant la phrase tourner dans sa tête comme une clé. Il ne savait pas encore quelle serrure elle ouvrirait, mais il sentait la pression d'un choix. Le monde qu'il léguerait, le monde aux lignes droites et aux règles nettes, était désormais en compétition avec une petite table dans un café, où une petite fille rassemblait des fleurs pour les glisser dans la poche d'une peluche. Le samedi approchait. Le message ne demandait pas de détails. La pluie s'était arrêtée, le vent s'était levé. La vie, conçue en plans et en bulletins, commençait à réclamer une place pour des imprévus. Épuisé et étrangement éveillé, il se leva pour aller fermer la fenêtre. Dehors, la vie avait repris son souffle. À l'intérieur, la maison gardait un silence neuf. L'ourson, sur son étagère, semblait attendre. Il y eut une matinée claire entre deux pluies. Le message du colonel s'était répété, silencieux, mais précis. Samedi, 11h, maison. Elliot s'était levé tôt, comme on se lève pour une séance dont on ressent déjà la tension. Pas par nervosité bruyante, mais par cette sorte d'attention froide qui habite les personnes habituées au rendez-vous où l'on pèse chaque mot. Il mit une veste qui avait l'air de convenir à un portrait officiel plutôt qu'à une conversation intime, comme si le costume pouvait composer pour l'absence de mots. La maison du colonel se trouvait au bout d'une allée bordée d'ifs taillés comme des sentinelles. Le portail était lourd et luisant. L'allure du lieu respirait le contrôle. À l'intérieur, tout parlait d'économie de l'affection. Portraits austères, tapis piqués par l'usure des passages, un bureau où les objets étaient disposés en angle précis. Le colonel vint à sa rencontre dans la pénombre d'un couloir, sa silhouette droite, la parole courte. « Tu as reçu mon message », déclara-t-il comme pour vérifier une disposition. Sa voix n'était ni agressive ni tendre, elle était la voix d'un homme pour qui l'ordre du monde se vérifie par la capacité à donner des directives. Elliot acquiesça. Il ne voulut pas s'y perdre en courbettes. Il répondit calmement. « Vous m'avez demandé de venir. » Ils s'assirent face à face, la table entre eux claire comme un champ neutre. Le colonel parla des chiffres au début, une façon d'ouvrir une conversation par la colonne la moins dangereuse. Puis, lentement, il glissa vers l'autre sujet, celui qui n'était jamais nommé. Anna, la fillette, l'ours. Il proposa des solutions, dissimulées sous l'étiquette de la bienveillance. Un soutien financier pour la mère et l'enfant, conditionné à certaines protections, à des limites de contact qui ressemblaient, à Louis d'Elliot, à des chaînes dorées. « Ce n'est pas une affaire personnelle, » dit le colonel, sans lever la tête. « C'est une question de réputation. Les actionnaires ne comprennent pas les fragilités. Il faut que tu comprennes ce que signifie l'équilibre. » La phrase avait la douceur acérée d'un adage. Elliot sentit la colère s'avancer, non pas explosive, mais précise. Une colère qui connaissait les lieux où elle pouvait frapper et ceux où elle devait se retenir. Il pensait au café, à la petite main posée sur la sienne, à la voix qui avait dit « dernier cadeau ». Toutes ces choses paraissaient désormais exposées sur ce bureau comme si elles pouvaient être évaluées, pesées, rachetées. « Ce dont j'ai besoin, » répondit Elliot lentement, « ce n'est pas une enveloppe ni une leçon de gestion de l'image. Anna et Mia n'ont pas besoin d'un arrangement qui les réduit à un numéro. Elles ont besoin de sécurité. Et je fais partie de cette sécurité. » Le colonel fronça les sourcils. Il connaissait cette posture. Elle était celle qu'il avait lui-même inculquée, mais tournée contre sa logique. « Tu parles comme si tu pouvais abandonner l'histoire familiale, » dit-il. « Tout ce que nous avons bâti repose sur des règles que tu sais respecter. » Elliot regarda à la fenêtre où la lumière filtrait en bande. Il se souvenait d'un garçon qui attendait, des bottes qui partaient et revenaient, d'un silence qui se mesurait en heures. Il sentit alors une fatigue ancienne, la fatigue du maintien d'une façade à laquelle on n'autorise pas l'usure. Et d'un coup, la décision apparut, non comme un drame flamboyant, mais comme une évidence silencieuse. Il ne laisserait pas quelqu'un convertir en marchandise ce qui avait pour lui commencé comme un acte de tendresse. Si ma présence compromet quelque chose au conseil, alors je prendrai la responsabilité de partir. Mais je ne négocierai pas le droit de ces deux personnes à exister avec dignité. Sa voix restait posée, mais chaque mot était une pierre déposée. Le colonel eut un léger tressaillement, une fissure dans le masque. Il posa sur la table une enveloppe, lourde, non pas dans son contenu, mais dans son symbolisme. « Nous pouvons faire en sorte que ce soit ordonné, » dit-il.
Tu peux régler cela sans spectacle. » Elliot laissa l'enveloppe là, intacte. Il se leva, non pour frapper mais pour marquer la distance. Avant de partir, il regarda son père droit dans les yeux. « J'ai appris à réparer des choses qui ne sont pas mes affaires. Aujourd'hui, je choisis ce qui me semble à moi juste. » Il sortit sans plus de mots. Il savait que cet entretien changerait l'ordre des choses. Il savait aussi qu'il ne s'agissait pas seulement d'un affrontement entre deux hommes, mais d'une fracture qui appellerait des témoins. En sortant, il prit une route qui le ramenait au café. Il avait besoin d'apercevoir la table du fond, de sentir l'odeur du café et de vérifier que la fillette et Anna étaient bien là, comme si la réalité du quotidien pouvait rassurer contre l'abstraction du pouvoir. Ce fut au café qu'Elliot découvrit la suite de l'agression. Une voiture noire garée au coin de la rue, 2 hommes en costard observant à travers leurs vitres. Ils avaient la patience silencieuse des gens envoyés pour surveiller. Quand il entrait, ils étaient déjà sur le trottoir. Anna les remarqua en même temps que lui. Son visage se ferma, mais elle ne montrait rien. Elle connaissait la manière des autres de vouloir aider. Les hommes prudents s'approchèrent d'elle avec un carnet, un sourire trop bien réglé. « Madame Carter ?» dit l'un d'eux en s'inclinant légèrement. « Nous avons un document pour vous, une proposition de soutien. » Anna posa instinctivement Mia derrière elle, comme si l'enfant pouvait se transformer en bouclier. Elle répondit d'une voix calme, qui contenait pourtant un petit tremblement. « On ne prend pas d'offre de la rue. » L'homme sortit une enveloppe, plus discrète que celle du colonel, et feignit la douceur. Il insistait. « Juste pour discuter, madame. » C'est une proposition pour améliorer votre situation. Elliot, qui avait regardé la scène en silence, sentit la colère monter. Il s'avança d'un pas, sans agressivité, mais avec une fermeté qui n'appelait pas la discussion. « Cette proposition s'appelle l'étranglement, dit-il. Vous venez pour la masquer d'un sourire et d'une feuille. C'est humiliant. Laissez-la tranquille. » La voix de l'homme était polie. « Monsieur Walker, nous opérons sous mandat familial. C'est une démarche professionnelle. » Elliot planta son regard. Il savait que la gêne publique pouvait servir d'arme. Il prit une décision qu'il avait mûrie dans la solitude de sa tête. « Très bien. Si votre mandat est familial, alors parlez-en à la famille, et pas ici, pas à elle. » Le ton de la conversation monta par des micro-tensions. Les 2 hommes se recroquevillèrent dans leur convenance. Mais la scène, tournée en public, attira l'attention des autres clients du café. Des regards, des téléphones, la curiosité ordinaire d'un lieu où la vie passe. Anna ne voulut pas d'embarras. Elle fit un geste pour repousser l'échange. Mais la détermination d'Elliot fut plus forte. Il prit l'enveloppe et la déchira à la vue de tous, comme on déchire une page qu'on refuse de laisser écrire. Le geste fut simple, presque brutal dans sa simplicité. Les murmures s'élevèrent. L'homme en costume se redressa, outré dans son civisme fin. « Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Walker. Ce sont des instruments de... »« Ce sont des ultimatums enveloppés, » répliqua Elliot, « et je les refuse. » La scène fit son chemin hors du café comme une image qu'on emporte. Des témoins chuchotèrent, d'autres hochèrent la tête. Pour Elliot, l'acte de déchirer l'enveloppe fut moins une provocation qu'une prise de position publique. Il montrait, sans grand discours, qu'il ne permettrait pas qu'on réduise Anna et Mia à une réponse transactionnelle. Après cela, il fit quelque chose d'imprévu. Il griffonna sur un coin de serviette un numéro de téléphone et le déposa devant Anna. « Si jamais l'un d'eux revient, appelle, je serai là. » Elle le regarda, surprise, puis accepta d'un petit signe. Elle savait garder sa reconnaissance sans l'exposer. À la fin de la journée, la rumeur avait déjà ébauché une forme. Quelques personnes au café en parlèrent comme d'un acte courageux. D'autres, plus cyniques, le présentèrent comme une extravagance. Mais pour Elliot, c'était une ligne tracée dans le réel. On ne traitait pas les gens comme des problèmes à régler. C'était aussi, il le comprit seulement plus tard, le déclencheur qui effritait les dernières garanties que le colonel croyait détenir. C'est là que la décision officielle arriva. Le conseil d'administration eut connaissance de l'incident. Les conversations en salle de réunion prirent une tournure plus froide. Certains actionnaires murmurèrent des inquiétudes sur l'image, sur la distraction possible d'un dirigeant dont la vie personnelle devenait visible. Elliot sentit le filet se resserrer. Quelques jours plus tard, il entama la suite logique, une lettre de démission couchée avec la précision d'un rapport, signé sans drama, déposé sur la table du secrétaire lors d'une matinée grise. Il ne fit pas un grand discours devant la presse, il fit un choix net et propre, une coupe carrée qu'on exécute quand on veut se délester d'un poids que l'on porte depuis trop longtemps. Ses collaborateurs furent étonnés, certains parlèrent de trahison, d'autres de courage. Le colonel, informé, répondit par une absence. Son silence avait souvent été une façon de peser plus que n'importe quelle accusation. Il partageait désormais moins de choses qu'auparavant. Le lien était devenu une ligne fragile tendue entre 2 générations. La suite ne fut pas une chute dramatique vers la pauvreté, ni une ascension héroïque vers une sainteté naïve. Elliot avait les moyens de vivre. Il avait aussi des dettes affectives à régler.
Il choisit de vendre une part de ses actions pour s'assurer un espace financier suffisant mais tempéré, pas pour revenir au luxe, mais pour offrir à Anna et à Mia une respiration. Il prit un petit appartement dans un quartier où les fenêtres donnaient sur des arbres plutôt que sur des néons. Le mobilier était moins calculé, il y avait, pour la première fois en longtemps, des tasses qui ne s'accordaient pas entre elles, des couvertures qui semblaient avoir une histoire. La vie quotidienne fut un assemblage de petites tâches et de joies discrètes. Le matin, il préparait des toasts qui ne ressemblaient pas à des rendez-vous d'affaires, mais à un geste d'attention, un petit beurre étalé avec concentration, un jus pressé. Les soirées se peuplèrent de bricolage, réparer un vélo, apprendre à monter une étagère, plier des vêtements pour que Mia puisse attraper ses habits sans que tout se casse. Il apprit à dire des choses sans les structurer comme des décisions. « Tu as bien dormi ?» plutôt que « Comment optimises-tu ton temps de repos ?» Mia s'épanouissait dans cet espace. Elle se promenait dans la maison en petite course, déposant des cailloux polis sur le rebord d'une fenêtre, offrant des dessins qui représentaient des soleils avec des sourires. Elliot lisait pour elle des histoires où les héros n'étaient pas toujours forts, mais étaient déterminés. Il avait la voix qui s'assouplissait à mesure que l'on lisait. Anna, elle, trouva dans ses gestes une sorte de réparation discrète. Une nuit où le chauffage tomba en panne, Elliot se couvrit d'un manteau sur le canapé pour tenir Mia serrée. Anna, qui était restée éveillée à l'hôpital toute la semaine, pleura en silence en regardant deux êtres auxquels elle tenait trouver une sécurité. La pression extérieure ne disparut pas pour autant. Les appels de l'ancien conseil se firent rares, parfois glacés. Des invitations furent interrompues. Mais ce que Naville appelait la carrière cessa d'occuper tout l'espace. Elliot prit du temps pour réparer, et pas seulement des objets. Il apprit à écouter sans corriger, à répondre sans donner de solution, à accepter des silences qui n'attendaient pas une conclusion. Ce lent art de la présence le transforma plus sûrement que n'importe quel discours. Les semaines se brodèrent en une routine nouvelle. Matin de devoirs légers, après-midi au parc, soirée où l'on raccommodait la peluche ensemble. Parfois, dans ces moments, il se surprenait à sourire sans arrière-pensée, surpris d'aimer un geste simple. Recoudre une oreille en faisant attention à ne pas piquer les doigts de la filette. L'entendre compter pendant qu'il passe le fil. Ces petits rituels, répétés, devinrent des pierres d'un édifice qui n'avait pas le faste des palais, mais la solidité des maisons construites sur une fondation de gestes. À l'intérieur reposait un petit avion en bois, poli par le temps, et une feuille de papier soigneusement pliée. La lettre était brève, sans emphase, écrite d'une main qui ne tremblait pas, mais qui n'était plus la main d'un homme sûr de toute chose. « Je ne savais pas aimer autrement, » disait-elle. « J'ai pensé que donner suffirait. Si mes pièces n'ont jamais été une maison pour toi, je le reconnais enfin. Pardonne-moi la pauvreté de mes gestes. » Les mots étaient simples, autant que les actions qu'il cherchait à nommer. Il n'y avait pas de grand repentir spectaculaire, pas de commentaires publics, ni de débat familial. Il y avait seulement une reconnaissance écrite, lourde de tout son passé et de ses limites. Le petit avion, il ressemblait à celui de son histoire inventée aux premières rencontres, devint pour Elliot autre chose qu'un modèle. Il était une concession, une offre de regard. Il lui rappela l'enfant qu'il avait été, et la manière dont on pouvait apprendre tard à déposer un objet, non pas pour l'offrir comme une preuve, mais pour dire « je t'ai vu ». Elliot lut la note à voix basse, sans le besoin d'un écho. Il sentit une émotion qu'il ne souhaitait pas dramatiser, de la reconnaissance pour ce mouvement tardif et une inquiétude douce pour l'homme qui écrivait. Il n'y eut pas d'embrassade filmée, pas de réconciliation totale. Il y eut un pas, une plate reconnaissance. Le colonel, en retrait, resta assis sur un banc, regardant la nuit. Il ne brisa pas le silence par des aveux grandiloquents. C'était une petite offre, timide, mais pour Elliot, cela suffisait pour fermer une porte sans la claquer. Les jours qui suivirent furent consacrés à des routines domestiques, à des petites cérémonies d'amour, une tarte cuite ensemble qui remonta l'humeur d'une journée morose, un dimanche où l'on fit des photos sans prétention, la fillette qui apprit à tricoter un simple bracelet. L'avion trouva sa place sur une étagère basse, à côté de l'ours désormais réparé. Parfois, Mia posait sa petite main sur l'aile de bois et murmurait des histoires que personne n'aurait cru sortir d'un enfant, des aventures volantes où un papa rentrait à l'heure pour lire. Il restait des tensions et des questions sans réponse. Le colonel et Elliot ne devinrent pas complices du jour au lendemain. Ils parlaient parfois comme deux hommes qui commençaient à se connaître hors du rôle qu'on leur avait assigné. L'un admit en phrases courtes qu'il avait appris tard la délicatesse. L'autre fit l'effort d'entendre sans exiger la preuve. Leur relation prit la forme d'un chemin semé de pas prudents, plutôt qu'un bouquet de feux d'artifice. Une nuit, alors que la maison dormait, Elliot se leva et alla à l'étagère.
Il prit l'ours entre ses mains. Les coutures se dessinaient comme une carte des petites mains qu'il avait touchées. Il déposa l'avion à ses côtés, comme si deux instruments, l'un de tendresse et l'autre de souvenir, pouvaient parler ensemble. Il pensa au garçon qu'il avait été, à l'homme qu'il avait dû devenir, ordonné, précis, parfois seul, et à la famille qu'il avait choisie, Anna, Mia, des voisins loyaux et des gestes répétés. Il comprit que réparer n'est pas seulement remettre un objet à son état initial. Réparer, c'était accepter une usure, y déposer de nouveaux fils, faire en sorte que la trace de la réparation soit visible et belle en elle-même. Il posa l'ours sur le lit, regarda la fenêtre où la pluie était revenue en fine griffure, et sourit d'un sourire qui ne cherchait pas à réparer le monde entier, mais seulement la partie qui le touchait. Le dernier cadeau du papa, la phrase qui avait déclenché tout, n'était plus seulement la propriété d'un passé douloureux. Il avait suivi un parcours, il avait fait éclore des conversations, attiré des vérités, forcé des choix. L'ours, recousu, n'était pas parfait, il l'était assez. L'avion, poli, n'était pas la panacée, il était une ouverture. Ensemble, ils devenaient des repères dans un foyer qui avait choisi la loyauté et la présence au lieu des promesses écrites sur une feuille. La vie continua, sans éclat dramatique. Le café du samedi resta un lieu sacré pour eux, mais les jours ordinaires acquirent aussi leur valeur. Des courses au marché où la caissière rendit la monnaie avec un sourire, des soirs où Anna racontait des histoires de son travail et où Elliot écoutait sans juger, des dimanches où la fillette collait des fleurs entre les pages d'un livre. Aucune revanche n'était nécessaire. Il y avait à la place un travail quotidien, patient, qui remplaçait les discours par des actes. Le colonel fut parfois présent, parfois absent. Il resta un homme complexe, capable de petites failles et de gestes raisonnés. Elliot m'effaça pas la douleur de son passé. Il la reconnut, la sut contenir, et quand il le put, la transforma en quelque chose d'utile. Il ne chercha pas la gratitude immédiate. Il trouva plutôt la paix dans la cohérence de ses gestes. Un soir, alors que Mia s'endormait avec l'ours collé contre sa joue, Elliot s'assit près de la fenêtre et regarda l'avion sur l'étagère. Il était simple et fragile, comme une promesse mesurée. Il pensa au samedi au café, à la main petite qui avait scellé un accord sans le savoir, à la manière dont une demande innocente pouvait rouvrir des portes longtemps closes. Il prononça à voix basse, non comme une phrase pour être enregistrée, mais comme un vœu pour lui-même. On apprend, on peut réparer. Puis il se leva pour éteindre la lampe, et la maison glissa dans un silence doux, habité, où l'ourson et l'avion restaient veilleurs. Si cette histoire vous a touché, pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est parfois encore temps de réparer. Abonnez-vous pour d'autres récits comme celui-ci, où des petits gestes transforment des vies.